qu'il avait l'habitude, il maîtrisait parfaitement ses apparitions, et il le dit lui-même d'ailleurs dans plusieurs posts, qui maîtrise parfaitement l'anonymisation et les adresses IP. Donc on a affaire à un homme qui joue déjà, avant même les assassinats, qui joue au cache-cache avec les administrateurs du système du Forum catholique. Ça c'est vachement intéressant. Donc déjà dès le départ, on découvre un homme qui est une forme de jeu. Vas-y, avance. Pour montrer où on est dans un... He want to give you a mobile phone. Okay. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va visiter un village. Qui sort de ce tube de 152 mm. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast Retex. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Gilles Gallou, ancien policier et auteur de l'ouvrage Xavier Dupont de Ligonnès, un flic au cœur de l'affaire. Bonjour Gilles Gallou. Bonjour. Alors, je vais juste faire un rappel pour les auditeurs. Le 21 avril 2011, les 5 membres de la famille Dupont de Ligonnès ont été découverts enterrés sous la terrasse de leur maison après avoir été assassinés a priori le 4 ou 5 avril 2011. Le principal suspect, le père Xavier Dupont de Ligonnès, est introuvable depuis le 15 avril 2011. Gilles Gallou, vous avez été saisi le 29 avril 2011 concernant les traces numériques de cette affaire, notamment celles liées au site Cité catholique. 12 ans plus tard, vous avez choisi de réouvrir ces dossiers. Et donc tout d'abord, est-ce que vous pourriez revenir plus précisément sur l'enchaînement des faits en 2011 ? L'affaire Dupont de Ligonnès, au départ, ce n'est pas une affaire criminelle. C'est l'affaire d'une famille, d'une disparition inquiétante d'une famille, qui est signalée par les voisins qui trouvent étrange de voir les volets du 55 boulevard Schumann à Nantes fermés, alors qu'ils ne sont jamais fermés habituellement. Donc ça déclenche dans les jours qui suivent une première visite de la police de la maison et donc ils ne voient rien d'anormal si ce n'est qu'il semble qu'effectivement la famille pourrait être partie précipitamment, mais en tout cas il n'y a pas de soupçon d'assassinat dans cette maison. Donc ça démarre comme ça, et puis cette disparition inquiétante devient, les jours passant, de plus en plus inquiétante, puisque des proches et les écoles reçoivent des premiers courriers, donc signé par Xavier Dupont de Ligonnès, qui donne 2 versions. La première, c'est je suis muté en Australie et toute la famille me suit, on est parti en urgence. Et la deuxième, beaucoup plus extravagante, qui est celle d'un agent secret qui aurait été identifié, donc un agent secret de l'ADEA, les services antidrogue américains. Et donc, suite à une affaire criminelle, il aurait été identifié, il est obligé d'être exfiltré en urgence avec toute sa famille aux États-Unis. Et vous, dans cette enquête, quand vous avez été mobilisé, quel a été concrètement votre rôle ? Alors moi, je prends le train en route, en fait. J'étais, pendant la semaine de la découverte des corps, de permanence à l'Office central cybercrime à Nanterre, donc de la direction centrale de la police judiciaire. Donc moi, j'ai suivi, comme tout le monde, l'affaire en direct sur tous les médias, puisque finalement, c'était une affaire absolument incroyable. 5 corps découverts sous la terrasse d'une maison, le père en fuite. Donc j'ai suivi ça, et puis j'étais loin d'imaginer que le vendredi soir de ma permanence, j'allais recevoir un coup de fil d'un enquêteur de Nantes qui allait me dire on a besoin de vous en urgence parce que on a trouvé un message de Xavier Dupont de Ligonnès posté sur le site citécatholique.org, donc un message posté le 8 avril 2011, vers 12h il me semble. Et donc, moi, ma première mission, c'était un vendredi soir, d'essayer de capter la trace de Xavier Dupont de Ligonnès, savoir d'abord s'il allait reposter quelque chose sur un forum catholique, il n'y avait pas uniquement celui-ci, et puis éventuellement d'essayer de retrouver sa trace numérique. Et que disait ce message du 8 avril ? Je ne m'en souviens plus. Non mais vraiment, j'ai tellement lu que là, je ne l'ai plus en tête, non, vraiment. Mais ce qui est assez étonnant dans les faits que vous racontez, comment on est passé d'un signalement des voisins à la police, à ce que la police se rende sur place et fouille jusqu'à retrouver les corps de toute la famille.
Alors ça, j'en sais rien parce que moi, j'étais pas là. Je peux vous le raconter comme je l'ai lu dans tous les livres ou tous les reportages. Hein. Donc, la découverte des corps, d'après ce que j'ai pu lire, comme tout le monde, s'est faite suite au passage d'une équipe de la police scientifique dans la maison, qui a commencé par trouver, qui a fait réagir un produit révélateur de taches de sang. Donc, il y a eu des traces positives dans la cuisine, me semble-t-il. Et donc, il y a eu des premiers soupçons, mais toujours pas de découverte de corps. Et donc, tout le monde se souvient de cette conférence de presse du 21 avril où la presse était réunie dans une salle et il y avait le procureur de Nantes qui était approché par un homme qui a dû lui glisser à l'oreille que quelque chose s'était passé à la maison puisque les enquêteurs étaient en train de commencer les premières fouilles sous la terrasse suite à un relevé bancaire sur lequel ils avaient trouvé la trace de la carte bleue de Xavier Dupont de Ligonnès ayant acheté de la chaux, enfin tout le matériel nécessaire pour enterrer les corps. Donc quand ils ont trouvé ça, évidemment, ils ont foncé à la maison. Et donc il y a une enquêtrice qui a eu le nez fin, puisqu'elle a vu cette fameuse gamelle d'un des chiens qui était disposée d'une manière anormale sous une planche. Et donc c'était absolument... Ça lui a paru suspect. Et en soulevant cette planche, et d'après ce qu'un de mes collègues m'a raconté, ils ont enfoncé un bâton dans le sol. Et le bout du bâton est ressorti légèrement humide et blanc, donc ils ont compris que ça devait être de la chaux. Et donc là, après, ils ont découvert le drame. Gilles Gallou, dans votre ouvrage, vous décrivez une traque numérique. Est-ce que vous pourriez nous la décrire et nous expliquer un petit peu le fil conducteur de toute cette enquête? Alors, une traque numérique, c'est un travail d'assistance à mes collègues de la brigade des fugitifs qui, eux, traquent Xavier Dupont de Ligonnès sur le terrain. Puisque une traque numérique, par définition, c'est quelque chose de virtuel. Donc mes collègues, eux, sur le terrain, ont les bornages du téléphone de Xavier Dupont de Ligonnès. Et moi, je traque toutes ces connexions, c'est-à-dire Internet, clé 3G, enfin tout ce qui peut bouger. Et pas seulement de Xavier Dupont de Ligonnès, d'ailleurs, aussi les téléphones de la famille qui ont continué à vivre pendant plusieurs jours après leur disparition. Donc tout ça, ça crée un volume de données à analyser et qui me permet de visualiser et de localiser Xavier Dupont de Ligonnès pendant cette période qui suit le départ de Xavier Dupont de Ligonnès le 10 avril 2011 en direction de Roquebrune-sur-Argence. Mais au départ, on est aveugle, c'est-à-dire que on part le 10 avril, on ne sait pas qui va arriver à Roquebrune. C'est facile aujourd'hui, 15 ans après, de lire le parcours, mais c'était vraiment très 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 compliqué de reconstituer ce parcours. Donc la traque numérique, c'est ça, c'est en binôme avec la brigade des fugitifs, puisque à partir de La Rochelle, Xavier Dupont de Ligonnès en plus se débarrasse de son portable, ou en tout cas il l'éteint et il ne réapparaîtrait plus jamais sur les réseaux. Donc finalement, je deviens virtuellement les yeux de mes collègues sur le terrain, puisqu'il ne reste plus que les connexions de sa clé 3G. Et donc c'est finalement grâce à ces connexions infimes avec sa clé 3G qu'on arrive à retracer la suite de l'itinéraire, en tout cas jusqu'à la Seine-sur-Mer, parce qu'il se trouve que Ligonnès, il se connecte chaque soir sur ce fameux message qu'il a posté le 8 avril. Donc évidemment, la question que tout le monde s'est posée, c'est pourquoi est-ce qu'il regarde ce fameux message? Est-ce qu'il attend une réponse? Ou est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que quelqu'un va lui répondre en lui disant bon, bah, rendez-vous au quai numéro 3 de je ne sais quel aéroport ou d'un port? Donc, mais malheureusement, ce message n'arrivera jamais. Donc après, je vous la fais très vite, hein, la cavale, mais donc après être passé à la Seine-sur-Mer, déjà la Seine-sur-Mer, c'est un passage vraiment particulier, puisque moi, plus tard dans l'enquête que je reprendrai en 2024, je découvrirai que c'est un passage probablement clé dans la descente, mais je vous expliquerai plus tard. En tout cas, comment on arrive à la Seine-sur-Mer? C'est ça qui est vachement important. La Seine-sur-Mer, finalement, ce n'est pas nous qui le découvrons, policiers, c'est Xavier Dupont de Ligonnès lui-même qui se signale. Puisqu'on regarde le trajet, et Xavier Dupont de Ligonnès n'utilise plus sa carte bleue déjà depuis Avignon. Donc pour nous, on est totalement aveugle. Donc quand Xavier Dupont de Ligonnès va retirer 30 € au distributeur à Roquebrune-sur-Argence, il se géolocalise. Donc nous, on a un point localisé, la carte bleue a été utilisée à Roquebrune-sur-Argence, et ça dit ça, c'est la première chose que ça dit. Et la deuxième chose, il retire 30 €. Ça dit aussi beaucoup de choses. Ça veut dire, je suis au bout de ma vie, il ne me reste plus que 30 €.
Voilà, et en tout cas, ça dit ça. Ça dit que le gars, il n'arrive plus rien d'autre que ça. Et donc, qu'est-ce que ça déclenche, ça? Ça déclenche une fiche de recherche nationale qui dit, un format policier standard, une fiche qui est diffusée à tous les services de France, un individu recherché, direction de fuite, l'Italie, en tout cas puisque Roquebrune-sur-Argent, c'est au bord de l'autoroute A8, et donc personne ne s'imagine que Xavier Dupont de Ligonnès a dormi dans cet hôtel. Nous, à l'époque, on s'imagine qu'il s'est arrêté là peut-être pour manger, et puis qu'il a poursuivi sa route en direction de l'Italie. Au niveau de la temporalité, on était à peu près à là, quelle date? Quand il retire de l'argent, on est le 14 avril 2011. Donc, finalement, c'est cette fiche de recherche qui va déclencher le passage d'une patrouille de gendarmerie vers 22h le 21 avril, donc plusieurs jours plus tard, qui va amener à la découverte de la voiture stationnée sur le parking de l'hôtel Formule 1. Donc il faut imaginer l'ambiance. Vous avez deux ou trois gendarmes qui sont dans une voiture, ils passent la plaque d'immatriculation sur leur fichier. Donc ça s'affiche, véhicule recherché, fugitif en fuite, tout ce que vous voulez. Donc ils appellent le numéro d'urgence, qui est la police judiciaire, la direction centrale de la police judiciaire à Paris. Et dans les secondes qui suivent, la BRI, donc c'est la brigade d'intervention de Nice, est informée et ils se déplacent immédiatement sur les lieux et ils entourent l'hôtel. Donc il doit être 23h, minuit, et puis tout le monde s'imagine que dans quelques minutes, on va arrêter Xavier Dupont de Ligonnès, puisque si sa voiture est là, c'est qu'il est dans l'hôtel juste devant. Et c'est pareil, c'est lui qui nous dit où est l'hôtel en venant garer sa voiture, si on raisonne comme ça. L'hôtel, on ne le trouve pas si on ne trouve pas sa voiture. Donc en venant garer sa voiture là, il désigne l'hôtel. Qui est-ce qui vient garer sa voiture sur un hôtel qu'il a déjà quitté le matin? Personne. C'est pas de la négligence de sa part? Je ne sais pas si le type, il est parti le 15 avril à 10h de l'hôtel. Il a disparu pendant 6 heures. S'il avait voulu partir se suicider ou s'il voulait poursuivre sa cavale, il pouvait aller où il veut. Mais à 16h, il est revenu garer sa voiture et il est venu passer volontairement, en tout cas moi c'est ce que je vous dis, sous la caméra avec une sacoche dont un objet pointu dépasse. Évidemment, tout le monde pense à la même chose. Qu'est-ce que c'est qu'il y a dans la sacoche? Qu'est-ce que c'est cet objet pointu? C'est sûrement une carabine. Et qu'est-ce qu'il va faire avec une carabine? Il va certainement aller se suicider. Voilà. Donc on est le 15 avril 2011, il est 16h15. Tout le monde pense que Xavier Dupont de Ligonnès sort de l'hôtel pour aller se suicider. Sauf que vous avancez l'hypothèse d'une mise en scène. Alors, en 2026, on voit les choses d'un autre regard, puisque déjà en 2026, on est aujourd'hui 15 ans après, on n'a toujours pas retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, et surtout, on n'a jamais retrouvé son corps. Donc déjà, s'il s'était suicidé, je pense que depuis 15 ans, quand même, on aurait peut-être retrouvé son corps, en tout cas. Donc, pour moi, l'hypothèse du suicide, si elle était valable, pour moi, elle sera vérifiée quand on aura trouvé son corps. Voilà. Donc, tant qu'on n'a pas retrouvé son corps, l'hypothèse qu'il soit vivant est toujours valable. En fait, à travers cette traque numérique, vous avez appris à le connaître? Pas du tout. Non? Moi, je suis totalement focalisé dans des données numériques jusqu'au cou. Il faut imaginer l'ambiance. On est 4 ou 5 enquêteurs dans un bureau, un open space. On a des dizaines et des dizaines de boîtes mail affichées sur un écran géant dans le bureau avec des alarmes qui sonnent à chaque fois qu'il y a un mail qui arrive. Parce que finalement, on se rend compte que les boîtes mail, elles sont utilisées par des hackers qui s'amusent à pirater les boîtes de la famille. Donc c'est super. Ça nous fait perdre un temps fou. Et malheureusement, il n'y aura jamais un seul mail qui va partir de la boîte de Ligonnès. Donc on a perdu notre temps. Et nous, en fait, on passe notre temps à essayer de capter la trace de Ligonnès sur le site Kato. On s'épuise même à faire ça, puisqu'on découvre qu'il utilise des dizaines et des dizaines de pseudos différents. Et surtout, on découvre qu'il est fixé là-dedans depuis plusieurs années, à poster des messages de plus en plus loufoques. Et d'ailleurs, il se faisait bannir sans arrêt. Et donc, il avait l'habitude, il maîtrisait parfaitement ses apparitions. Et il le dit lui-même, d'ailleurs, dans plusieurs posts, qui maîtrise parfaitement l'anonymisation et les adresses IP. Donc, on a affaire à un homme qui joue déjà, avant même les assassinats, qui joue au cache-cache avec les administrateurs du système du Forum catholique. Ça, c'est vachement intéressant. Donc déjà, dès le départ, on découvre un homme qui est une forme de jeu. Et donc, nous aussi, on tombe là, je le vois aujourd'hui, si vous voulez.
Nous aussi, on est tombé dans le panneau du jeu, c'est-à-dire qu'on a commencé à chercher un pseudo, un deuxième, et puis finalement, on en a remonté des dizaines et des 40, je ne sais pas combien. Et même aujourd'hui, il y a encore des enquêteurs du net qui le cherchent encore. Mais ça ne sert à rien, en fait. Même si on en trouve 300, ça ne changera rien. Lui, Ligonès, il est loin, donc ça ne sert à rien qu'on s'épuise à chercher Ligonès dans ce forum. De toute façon, ça ne changera rien. De toute façon, il n'a pas écrit « Coucou, je suis là ». Donc voilà. Mais bon, alors effectivement, il y a des gens encore aujourd'hui sur Internet qui espèrent trouver un message incroyable en disant pourquoi j'ai fait ça et où est-ce que je suis. Donc ça n'arrivera jamais, évidemment. Mais parce qu'environ dans tous les messages que vous avez retrouvés, pourquoi est-ce que Xavier Dupont de Ligonnès se faisait bannir à chaque fois? Qu'est-ce qu'on y retrouvait dans ces messages? Moi, mon travail, c'est de retrouver la trace de Xavier Dupont de Ligonnès pour qu'on puisse l'arrêter au plus vite. Donc nous, dès qu'on trouve une trace, on appelle les collègues sur le terrain. Donc c'est ce qui s'est passé par exemple pour la Seine-sur-Mer. Nous, on découvre que Xavier Dupont de Ligonnès, il se connecte depuis un ordinateur obsolète d'ailleurs pour l'époque, puisqu'on est en 2011. Donc si vous vous souvenez, on était déjà à des versions de Windows de Millennium, voire plus Windows 2000. Et donc lui, il utilisait un vieil ordinateur qui était sous Windows 95, et finalement c'était un avantage pour nous, puisque cette machine laissait des traces particulières sur Internet, qui nous permettaient quasi à coup sûr de pouvoir le capter, puisque finalement il était quasiment le seul encore à cette époque-là à utiliser Windows 95. Alors qu'il est passé sur tous les médias à l'époque pour un cadre de l'informatique, ça n'en était pas en fait. Donc, et d'ailleurs, je vais découvrir, ça c'est un truc absolument incroyable, c'est qu'il a effacé toutes ces données informatiques, puisqu'il maîtrisait quand même une chose, cet homme, c'est qu'il a quelque chose qu'on maîtrise tous aujourd'hui. On a tous dans nos téléphones ou dans nos ordinateurs un cloud dans lequel on stocke nos données, un Google Drive ou un OneDrive, où on stocke nos données dans les clouds. Et lui, il faisait ça. Toutes ces données personnelles, pas les siennes uniquement, celles des enfants et de sa femme, étaient stockées sur ces serveurs. Mais pas dans un dossier, mes documents. Ils étaient stockés, mais il faut voir, dans C, Windows, Système 32, au fin fond de tous les dossiers système de ces sites, il y en avait partout. Mais jamais, donc toujours cachés. Ça démontre déjà un truc assez bizarre. Et donc moi je découvre en fait que Ligonnès, il a supprimé toutes ses données personnelles pendant des heures et des heures, mais des opérations de suppression massive, juste avant les crimes, la date des crimes supposés, et pendant la semaine où il est resté tout seul dans la maison. Voilà, donc vous me demandez, qu'est-ce que c'est la traque numérique? C'est ça aussi, c'est d'analyser tout ce que Xavier Dupont de Ligonnès peut faire, soit sur son téléphone, soit sur sa machine, sur son ordinateur, soit avec sa clé 3G, et finalement, on arrive presque à se transposer virtuellement dans la maison au travers de ces données-là. Puisque quand vous avez un fichier informatique, par exemple de ces connexions, le fichier, il retrace l'activité heure par heure, minute par minute et seconde par seconde. Et donc vous savez, vous n'êtes pas dans la maison, mais vous savez finalement précisément ce qu'il fait en temps réel. Donc ça, c'est absolument passionnant, parce que moi, depuis mon petit bureau à Nanterre, je me transporte virtuellement à l'intérieur de la maison du 55 Schumann. Dans votre ouvrage, vous parlez aussi peut-être d'un potentiel stockage de photos demandé à tous ses proches. Oui, alors ça, c'est une découverte que je fais en 2024. Alors, ça peut décaler par rapport à je ne sais pas quel est votre scénario, mais on saute dans le temps, là, si vous voulez. On fait un bond de... Parce qu'effectivement, quand je reprends l'enquête, après, moi, parce qu'en 2011, j'étais absolument focalisé sur la cavale, et en 2024, justement, j'ai décidé de dézoomer pour essayer d'avoir, puisque finalement, l'enquête, elle est quasiment publique aujourd'hui, donc j'ai lu tout ce qui a pu être écrit sur l'affaire Ligonnès, j'ai regardé tout ce qui a pu être les films, enfin tout ce qui bouge, et donc c'est comme ça que j'ai pu me reconstituer une chronologie vraiment la plus complète possible. Et donc, effectivement, je reprends contact avec des dizaines et des dizaines de personnes très proches de Xavier. Je mets beaucoup de temps à les contacter parce que c'est très compliqué d'approcher ces gens-là. Ils ne veulent plus parler, mais je gagne leur confiance. Figurez-vous que les gens parlent plus à un ancien policier qu'à un policier. Finalement, le fait d'être ancien policier, ça m'a ouvert des portes. Les gens se confient plus, peut-être qu'ils se méfient plus d'un policier en exercice. En tout cas, ça m'a permis de gagner la confiance de gens très proches de Xavier. Et à chaque fois, à ma grande surprise, sans que je leur demande, les gens me disaient
c'est quand même bizarre. Xavier, il m'a demandé une photo. L'autre personne, oui, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Donc ça m'a interpellé. Je dis, mais qu'est-ce qu'un homme qui partirait se suicider le 15 avril ferait avec toutes ces photos? Ça ne sert à rien. Et effectivement, moi je découvre aussi en analysant ces opérations quand il est encore dans la maison, que par exemple, le soir, le mardi soir, c'est-à-dire le 5 avril, quand la soirée où Thomas, le dernier enfant, va disparaître, avant que Thomas arrive d'Angers, il est en train de supprimer des données de ses serveurs et il télécharge encore 47 photos. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. En tout cas, il télécharge 47 photos d'une femme, de sa maîtresse en l'occurrence. Donc je ne sais pas quel est l'intérêt de télécharger ces photos-là. En tout cas, ça doit avoir une certaine importance pour lui. Et donc moi, je me dis, comme c'est un homme qui maîtrise parfaitement le stockage des données dans le cloud, je me dis, je pense que Xavier, il a dû se constituer un cloud, évidemment différent de ceux qu'on connaît, consultable en ligne depuis éventuellement sa nouvelle vie, puisque je ne pense pas qu'il puisse consulter son cloud depuis une crevasse dans le rocher de Roquebrune. Donc s'il a des photos, c'est pour les consulter. Et justement, pour revenir à Roquebrune et à ce que vous expliquez en fait dans votre livre, je suppose après votre enquête de 2024, vous écrivez « Ce n'est pas la trajectoire d'un homme traqué, mais celle d'un homme qui laisse des traces ». Vous en avez déjà parlé tout à l'heure, mais certains enquêteurs estiment qu'il aurait volontairement orienté les recherches, et notamment avec cette piste du suicide. Est-ce que vous pensez qu'il a mis en place un véritable jeu de piste? Alors, je ne sais pas si c'est un jeu de piste. Est-ce que vous avez déjà vu un fugitif qui, avant les meurtres, achète tout le matériel pour ensevelir les corps des gens je parle toujours au conditionnel, des corps de sa famille qui va signer plus tard. Donc il utilise sa carte bleue, donc vraiment il se désigne comme l'auteur des meurtres. Un homme qui s'arrête au restaurant, qui utilise sa carte bleue pour manger, qui descend en costume. Enfin, je veux dire, c'est pas une cavale. Le type, effectivement, il dort dans des hôtels, on a du mal à les trouver. Mais globalement, un fugitif en cavale, on n'arrive pas à le capter comme ça. Donc pour moi, Xavier Dupont de Ligonnès, il ne se cache pas vraiment. En tout cas, quand il se cache, c'est justement là, qu'il n'a pas certainement pas envie qu'on le voit. Donc c'est le cas par exemple de la Seine-sur-Mer, mais le reste du temps, moi je pense que le type il s'en fout complètement en fait. Je pense qu'il a dans sa tête sa destination finale, qu'il sait que les corps sont enterrés et bien enterrés et qu'il a beaucoup de temps et que ce temps lui permet de faire cette descente tranquille. Personne ne le cherche. Vous savez, on le cherche à partir du 21 avril. Donc Xavier Dupont de Ligonnès, il quitte Nantes le 10 avril. Donc il a le temps, il se promène. Et c'est un homme qui regarde la télévision surtout et écoute la radio. Puisque, moi je le sais, puisque notamment à l'hôtel de Roquebrune-sur-Argence, il est arrivé dans une chambre où il n'y avait pas la télévision et il a exigé qu'on lui donne une chambre avec une télévision qui fonctionne. Donc je pense que c'était pas pour regarder tourner manège, c'était pour savoir si son visage était affiché aux chaînes d'infos. Donc il est tranquille le mec, il se cache pas. À mon avis, je peux me tromper, mais ça me donne pas l'image d'un homme qui se cache en tout cas. Et quelle est sa destination finale selon vous? Sa destination finale pour moi, c'est même pas que pour moi, sa destination finale c'est lui qui nous l'a dit depuis le premier jour. Dans une lettre? Dans tous ces écrits qu'il a fait pendant la semaine où il était encore à Nantes, vous allez trouver un Xavier Dupont de Ligonnès qui dit « je pars aux États-Unis ». Bon, ok, il y a l'histoire de l'Australie qui tient pas là, en tout cas il n'y a aucun indice qui part vers l'Australie, mais surtout qu'en plus l'Australie ça ne s'adresse pas aux proches. Et Xavier, il adresse quand même 6 ou 7 lettres à des proches très intimes, et tous, il leur dit qu'il part aux États-Unis. Donc ça, c'est pas possible. Je veux dire, depuis le début, nous, policiers, on sait qu'il part aux États-Unis. Mais moi, c'est pas mon rôle de chercher Xavier Dupont de Ligonnès aux États-Unis. Moi, je suis chargé de le traquer en France. Et donc, deuxième chose, il adresse une lettre que je mets dès le début de mon livre à son ami Michel Rétif. Alors, Michel Rétif, c'est pas n'importe qui. C'est son ami intime, son frère. Ils se considèrent tous les deux comme des frères. C'est-à-dire que c'est eux qui ont fait X voyages aux États-Unis ensemble. Ils ont été super heureux ensemble. Ils ont dormi ensemble dans des bagnoles. Ils ont traversé tous les États américains ensemble. Voilà. Donc cette lettre, elle est hyper importante. Il faut la lire vraiment avec cette idée de décortiquer chaque mot
Et je vois que vous êtes en train de la lire. Je le cite, je penserais bien à toi là-bas. Entre parenthèses, pas le droit de dire où, mais tu es passé avec moi en novembre 1990. Indice à creuser, lol. Voilà. Et ça, c'est une ville précise? L'endroit où ils sont Alors, passés évidemment, en novembre? C'est pas écrit, hein, mais justement, est-ce que c'est pas une provocation aux policiers de dire indice à creuser, lol? On y était ensemble en 1990. Non mais je sais pas, moi ça me saute aux yeux quoi. Même aujourd'hui quand je le lis. Oui. Où est-ce qu'ils étaient en 1990? Où est-ce qu'ils étaient? Donc on a posé la question à Michel évidemment. Et donc c'est écrit en plus sur cette lettre. Michel avait une idée. Hein, il a pensé à plusieurs choses. Il a pensé à San Francisco notamment puisqu'ils sont passés. Alors il se trouve que j'ai réussi à reconstituer l'itinéraire de Xavier et Michel en 1990. Et donc en travaillant d'arrache-pied et en recoupant les informations et en contactant des gens aux États-Unis, j'ai fini par rencontrer des gens, surtout des femmes, d'ailleurs que des femmes, qui ont croisé la route de Xavier et Michel en novembre 90. Donc aujourd'hui, je sais où Xavier et Michel, en tout cas je pense savoir de quoi Xavier parle dans cette lettre. Alors je ne vais pas vous le révéler, parce que j'ai envie d'aller voir moi-même. Évidemment, on est 15 ans après. Donc je ne vais pas aller au point zéro où Xavier est allé, mais il n'y est plus, il ne m'attend pas, il n'attend personne. Mais je vais aller voir si ces personnes avec qui j'ai parlé ne me cachent pas quelque chose, et surtout si quelqu'un ne va pas me dire « mais oui, Xavier, il est passé en 2012 et puis voilà. Et on aura un premier point de Xavier aux États-Unis, ce qui sera déjà la preuve formelle que Xavier ne s'est pas suicidé à Roquebrune-sur-Argence, puisque c'est quand même aujourd'hui la thèse officielle, hein, la thèse du suicide. Hein. Donc moi, si j'arrive à déterminer que le point dont parle Xavier dans cette lettre, c'est bien l'endroit où je veux aller, et que je trouve quelqu'un qui me parle de Xavier après le 2011, moi j'aurais été au bout de ce que je peux faire. Mais en tout cas, l'enquête repartira depuis les États-Unis. Vous avez dit que vous pensiez avoir cette destination, mais donc ça soulève une autre question. Qui est-ce qu'il est allé rejoindre en fait là-bas? Enfin, qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas, à votre avis? À mon avis, depuis le début, à mon avis, Xavier, il sait où il va. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il faut analyser, vraiment l'analyse des courriers, c'est crucial dans cette affaire. C'est-à-dire, moi, j'ai parlé de la lettre à Michel Rétif, mais il y en a une autre qui est absolument cruciale, c'est la lettre de « Coucou tout le monde », la fameuse lettre. Et quand vous regardez, pratiquement dès le début de la lettre, donc on est le 8 avril 2011, si Xavier Dupont de Ligonnès est l'auteur des assassinats, au moment où il rédige la lettre, il serait dans sa cave et les corps seraient enterrés à quelques mètres de lui. Et il est en train d'écrire « Vous n'avez quand même pas cru qu'on est rentré des États-Unis parce qu'Agnès ne voulait pas faire vacciner les enfants. » Qu'est-ce que ça a à voir avec le truc? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça fait là? Le type, on est en 2011, il vient d'assassiner sa femme, ses 4 enfants, les 2 chiens, il vient de les enterrer, et il nous parle des vaccins d'Agnès. Oui, il revient sur une histoire... C'est quoi le truc? Donc, c'est quoi ça? C'est 2003, puisqu'il est en train de parler de son rêve américain. Xavier, c'est un type qui rêve de s'installer aux États-Unis, il a fait X voyages aux États-Unis, et donc il a préparé ça, ils se sont expatriés en novembre 2002, et en février, il s'est déjà rentré à Pornic. Parce que ça a été un échec? Ah, je ne sais pas. Alors justement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez pas cru qu'on est rentré parce que Agnès voulait faire... Alors évidemment, personne ne croit à ça. Mais s'il en parle, c'est que ça doit avoir quand même une importance capitale pour lui à ce moment-là. Donc moi, je me suis effectivement interrogé, qu'est-ce qui s'est passé en 2003? Et donc moi, j'ai interrogé les proches de Xavier, ceux qui sont encore vivants. Et ils me disent tous, quand Xavier est rentré en 2003, c'était plus le même homme, il s'est passé quelque chose là-bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il en veut à Agnès de lui avoir brisé son rêve américain pour une histoire de vaccin? Pourquoi pas? Je ne pense pas qu'on tue sa femme et ses enfants pour un truc pareil. Ni non plus qu'on tue ses enfants parce qu'on a des problèmes financiers aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a quelque chose derrière tout ça, il y a quelque chose qui s'est passé en 2003 pour qu'il en parle à ce moment-là. J'ai jamais réussi à trouver encore personne qui m'a dit pourquoi ils sont rentrés. Personne ne le sait. Que ça a je suis sûr que c'est un lien puisqu'il en parle. C'est lui qui en parle dans la lettre. Donc je pense qu'il y a quelque chose. Alors j'explore encore des pistes justement sur la Floride,
puisque l'idée, est-ce qu'effectivement, est-ce qu'il y a eu une enquête pour étudier ce qui s'est passé en 2003 en Floride? Je sais que Xavier avait une société qui s'appelle la NetSurf Concept, donc moi c'était plus mon rôle, si vous voulez, moi j'étais plus enquêteur, mais est-ce que la piste de Floride, est-ce que cette piste de savoir qu'est-ce qui s'est passé en 2003 est exploitée? Je ne sais pas. Mais donc vous, dans la reconstitution des faits, quelle est la piste qui vous semble aujourd'hui la plus probable? Pour moi, j'affirme absolument rien. C'est-à-dire que je mets des hypothèses dans mon livre et vous pouvez voir, mon livre, il contient beaucoup plus de pistes qui se referment que de pistes qui s'ouvrent. Justement, j'essaye d'émettre des hypothèses et de les refermer si elles ne sont pas cohérentes. Donc, il reste effectivement dans mon livre quelques pistes qui me semblent les plus cohérentes et donc je laisse les portes ouvertes, comme on dit dans notre jargon. Et notamment l'hypothèse de ce vol que j'ai découvert, ce vol opéré par la compagnie Delta Airlines depuis Nice vers New York. C'était un vol saisonnier ouvert fin mars 2011. Et c'est surtout une destination et enfin un vol que Xavier et Michel avaient l'habitude de prendre dans les années 90. Donc c'est doublement intéressant. C'est-à-dire, est-ce que le voyage la destination finale de Xavier Dupont de Ligonnès ne passe pas par l'aéroport de Nice? Est-ce que la destination finale n'est finalement pas ce point zéro dont il parle de novembre 90? Ce qui serait assez logique, puisque finalement, on ferait Nantes, Roquebrune, Nice, New York, et puis finalement de New York, si vous regardez mon livre, j'ai fait la carte, Nice, New York, Jacksonville, et il retraverse les États-Unis vers cette destination. Ça me paraît cohérent, en tout cas, ça me semble intéressant d'aller vérifier, et c'est ce que j'aimerais faire. Et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la piste religieuse? Alors là, moi, si vous me parlez de la piste religieuse, je pense que je dois être peut-être l'un des policiers qui est plongé le plus dedans. Et je m'y suis tellement épuisé, et même en 2024, j'ai voulu remettre les pieds dedans. Et je pense que si on cherche l'origine ou un mobile du crime, ben je pense pas me tromper en disant qu'on fait fausse route. Je pense que l'explication des assassinats n'est pas dans l'aspect mystique en tout cas. Même si je peux me tromper parce que quand même, effectivement, il y a toujours des trucs mystiques derrière Xavier Dupont de Ligonnès.